Bonjour tout le monde, c'est Maximilien Durand, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de... Béatrice Panier, Voilà, donc je viens de notre Caen. invité, voilà, notre invité d'aujourd'hui pour cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler un petit peu de ton vécu donc, par rapport au burn-out. Donc voilà, explique-nous un petit peu déjà qui tu es et puis après qu'est-ce que c'est que le burn-out et de D'accord. nous parler un peu de ton expérience personnelle, professionnelle. Ok. Alors donc je suis Béatrice, j'ai 60 ans, j'habite à côté de Caen. Et donc voilà, j'ai vécu, donc j'ai travaillé pendant 40 ans à France Télécom et les 15 dernières années ont été marquées par un burn-out professionnel à l'époque où Didier Lombard est arrivé à la tête de l'entreprise. Donc, où il avait pour mission, en arrivant dans l'entreprise aux environs des années 2005-2006, d'avoir à mettre dehors 22 000 salariés par la porte, par la fenêtre. Donc, rien que cette phrase-là, déjà, en dit long Hmm. sur la mission qui lui incombait et sur la manière qu'il allait utiliser, enfin les manières qu'il allait utiliser pour y arriver. Alors donc voilà, 15 ans après, maintenant je suis sortie d'affaires, mais bon, ça n'a pas été un long fleuve tranquille puisque je suis passée par trois grandes étapes. C'est-à-dire le 26 avril 2011, ça s'est soldé par une tentative de suicide sur mon lieu de travail, donc à Caen-Venoy. Mhm. Le même jour que j'avais un collègue à Bordeaux qui s'est immolé par le feu, Monsieur Louvradou, et qui lui malheureusement est décédé. Alors, voilà, s'en est suivi 2 années d'arrêt de travail. J'ai repris en 2013, j'ai Mhm. eu un nouvel accident du travail en 2015 et un nouvel accident en 2018. Et depuis le 5 janvier 2018, j'étais en arrêt de travail. D'accord. Voilà. Donc voilà un petit peu déjà un Mhm. résumé, un petit peu, Mhm. bon, trois gros accidents du travail. Mhm. Voilà. Et alors, là où le combat a été important pour moi, c'est que mes deux premiers accidents du travail n'ont pas été reconnus comme tels. Mhm. Et quand est arrivé le troisième, eh bien, il n'a pas été non plus reconnu comme tel par l'entreprise. Et donc là, j'ai décidé déjà de mener un combat, puisque à partir du moment où vous receviez votre lettre de l'entreprise qui disait votre accident, nous ne reconnaissons pas cet accident comme accident du travail, mais il y avait la petite ligne en bas qui disait vous avez possibilité de contester cette décision au tribunal administratif de Caen. Et là, cette fois-ci, je l'ai fait. Autant je Mhm. ne l'avais pas fait sur les deux premières fois parce que j'étais tellement au fond du trou que bon Mhm. voilà, on n'a pas du tout envie de se lancer dans ce cas-là dans des tas Dans des de procédures. paperasseries, procédures administratives qui n'en finissent pas. Mais là, j'ai dit bon voilà, arrive un moment où la moutarde, comme on dit, Mhm. monte au nez. Et là, j'ai dit je vais lutter et donc contrecarrer cette décision. Et j'ai déposé un dossier au tribunal administratif de Caen. Et Mhm. un an après, je recevais ma lettre recommandée du tribunal qui me disait Madame Panier, nous sommons l'entreprise Orange de reconnaître votre accident du travail du 5 janvier 2018 comme tel. Et dans mon dossier, j'avais demandé aussi la reconnaissance des deux autres accidents, à titre posthume, enfin, vu Mhm. qu'ils étaient passés depuis longtemps, mais et voilà, et mes trois accidents du travail ont pu être reconnus. Donc ça a déjà été une belle Mhm. victoire judiciaire en cette année 2019. Et le chat qui... On le voit pas, mais il y a le chat qui est là. Tu veux sortir? Et toi, c'était le travail que tu souhaitais faire à la base, travailler à France Télécom et tout. Alors disons qu'au au départ, j'avais 18 ans, j'étais étudiante et j'ai passé les concours administratifs, je venais d'avoir le bac, et j'ai Mhm. passé en 81 tous les concours administratifs qui se présentaient. François Mitterrand venait d'arriver à la tête du gouvernement et il a instauré tout un tas de concours administratifs. Donc j'ai passé des concours à la fois à la poste, aux impôts, enfin tout ce qui se présentait Mhm. comme concours administratif, puisque mes études, c'était pas forcément pour moi. Mhm. Et puis donc, c'est comme ça qu'en janvier 82, je passais le concours. Et en avril 82, je partais en formation à Nantes à Ah l'époque. non. Puisque comme j'étais mayonnaise, enfin je suis toujours d'origine mayonnaise, Mhm. euh, quand nous étions reçus au concours des PTT, on partait d'abord 2 mois et demi en formation dans la ville principale de notre région, donc moi, Pays de la Loire, c'était Nantes. Donc on s'est retrouvés à une trentaine comme moi, de jeunes Mhm. étudiants, hein. On s'est retrouvés donc venant de tout département des Pays de Mhm. la Loire.
à Nantes, où on a suivi donc une formation de 2 mois et demi. Et ensuite, on est tous montés à Paris le 30 juin 82, où on a eu chacun notre affectation sur Paris. Et c'est comme ça qu'après, j'ai passé 19 ans à Paris, dans différents services. Donc, en effet, bon, je dirais que mon entrée au PTT, c'était pas du tout foncièrement ce que je voulais. À l'époque, je savais pas trop quelles études je voulais faire. Donc, bah voilà, l'opportunité s'est présentée comme ça. Donc, le début de la carrière a été d'abord d'ailleurs à la Poste. Et puis après, j'ai pu bifurquer facilement au Télécom, puisque ça s'appelait PTT, et on passait facilement de la Poste à Télécom. Quelques années après, les deux se sont scindés en venant de deux entités totalement indépendantes. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, bah, je suis restée, moi, à France Télécom, puisque j'avais réussi à passer sur France Télécom très facilement. Et après, bah, le reste de ma carrière, je l'ai fait à France Télécom. Et donc, bah, c'est vrai que j'ai eu la chance de connaître 10 années quand même à Paris, où je me suis éclatée dans mon travail, parce que j'ai pu être détachée dans un service qui organisait les vacances des agents de la Poste et de France Télécom. Donc, j'avais un statut d'agent de voyage, d'agent de comptoir. Donc, je vendais les voyages qui faisaient partie d'une brochure 2 fois l'année. Donc, je recevais dans un bureau les collègues qui venaient s'inscrire. Et puis, j'avais aussi la mission d'organiser les voyages donc, de mes collègues. Et en même temps, j'avais la cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir accompagner des groupes. Donc partir avec des groupes en tant qu'accompagnatrice en France et à l'étranger. Et là, bon, pendant ces 10 années-là, les années 90, j'ai fait quasiment le tour du monde. Je suis allée en Thaïlande, en Chine, aux États-Unis, Canada, Réunion, île Maurice. Enfin bon, voilà, j'ai un petit peu quadrillé la terre entière. Et ça a été vraiment une période de ma carrière où j'avais une responsable d'agence qui me donnait des responsabilités, qui, en effet, quand j'avais des idées de nouveaux circuits à monter, qui m'encourageait, qui me dit oui, Béatrice, super, c'est une excellente idée. En plus, tu pourras accompagner le groupe en premier. Tu seras la première à voir comment le groupe vit ce nouveau circuit. Enfin voilà. Donc j'étais dans voilà, mais les bonnes choses ont une fin. Et en 2000, on a eu une réunion qui nous a indiqué que vu la nouvelle tournure que prenait l'entreprise France Télécom, il allait y avoir la création d'un comité d'entreprise, puisque ça devenait déjà, ça commençait à vouloir devenir Orange. Et donc, tout le personnel qui était mis à disposition comme moi, dans des services un peu annexes, eh bien, nous allons devoir réintégrer l'entreprise. Et c'est comme ça que moi, à l'époque, j'avais mon compagnon qui était à la Poste, qui a eu son préavis de mutation pour Bayeux, puisque lui était originaire de Bricbec, à côté de Cherbourg. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas saisir cette opportunité de réintégrer France Télécom en essayant de me faire muter à Caen, puisque lui était muté à Bayeux. Et c'est comme ça que le hasard a fait que c'était l'ouverture des plateaux Wanadoo un peu partout en France, qui allait être à l'époque les prémices de la DSL, où à l'époque je vendais des forfaits de 20 heures par mois de connexion Internet. Et quand on voit que 20 ans après, c'est devenu de la fibre en illimité, enfin bon, ça paraît délirant en 20 ans de voir l'évolution du produit. Et donc, voilà, j'ai eu la chance quelque part qu'il y ait un plateau Wanadoo qui ouvre à Caen. Et j'ai pu intégrer une formation au 1er décembre 2001. Et donc, ainsi pouvoir quitter Paris et retourner donc à France Télécom par l'entremise de cette un petit peu, à l'époque c'était plus ou moins considéré, pas tout à fait comme une filiale, mais tout comme, avec une nouvelle organisation, des plateaux téléphoniques, bon, tout ça, et puis voilà, est arrivé petit à petit la productivité, il allait falloir prendre tant d'appels dans l'heure et tout, et puis Didier Lombard est arrivé 4-5 ans après l'ouverture de ces plateaux Wanadoo, où là il allait avoir des missions telles que je le disais au tout début, de voir un petit peu liquider des salariés, si je puis dire, donc de 22 000 salariés. Donc avant que M. Lombard arrive, à ce moment-là, ça se passait plutôt bien encore. Oui, ça se passait plutôt bien dans l'ensemble, mais on sentait quand même déjà les prémices de... Voilà, on était déjà confronté à une certaine productivité, il fallait prendre tant d'appels, mais... Voilà, ça restait quelque chose de plutôt humain et puis tout à fait... voilà, tandis que là, comme Didier Lombard est arrivé, on arrive dans une nouvelle politique de l'entreprise où, par exemple, je prends un exemple, j'avais des collègues qui travaillaient à Lisieux, eh bien, on allait fermer le centre de Lisieux, rapatrier les collègues sur Caen, pour vendre les locaux qui étaient sur Lisieux, donc gagner de l'argent par rapport à ça. Et puis donc que les salariés allaient devoir venir sur Caen. Et comme ça dégradait les conditions de travail, c'était une manière détournée
de faire en sorte que les salariés, avec un ras-le-bol, allaient pouvoir aller par eux-mêmes démissionner. Enfin, voilà, c'était quelque chose de très, comment je dirais, très sournois et très voilà et donc voilà, il y a eu tout un tas de choses comme ça. Bon, on a essuyé aussi, enfin bon, essuyé, c'est-à-dire il a fallu réhabiliter tout notre immeuble qui était confronté à l'amiante, donc du côté de Venoy. On nous a déménagé donc au nord de Caen, vers la rue Rector d'Or, et là ils ont profité de la rénovation de l'immeuble pour nous faire des immenses plateaux téléphoniques qui allait être aux normes justement de la nouvelle présentation de l'entreprise qui allait devoir donc mettre en place des équipes où vous aviez votre manager à côté de vous qui allait pouvoir encore mieux vous fliquer et encore mieux vous mettre la pression si telle était la mission. Voilà. Et donc du coup sur le plateau téléphonique, c'est-à-dire vous étiez en open space, c'est ça? Open space, sur 80 personnes, 80 personnes, voilà, et donc voilà, c'était des conditions de travail quand même très, voilà, moi travailler en open space, moi mon corps a vite dit stop dans cette période noire, et puis il s'est avéré que je n'allais plus pouvoir reprendre le travail dans les mêmes conditions après ma tentative de suicide en 2011, quoi. Donc, et qu'est-ce qui fait que tu es resté dans ce travail-là et que tu n'es pas voulu changer ou, Alors, je pense qu'avec le recul maintenant que je vois, bon, à l'époque j'avais le statut de fonctionnaire, puisque quand je suis rentrée en 82, donc on rentrait avec un statut de fonctionnaire. Et il faut reconnaître que quand est arrivé tout ce qui est arrivé là, entre les années 2005 et 2010, on était dans une conjoncture de l'emploi où, à partir du moment où on était fonctionnaire, on avait une certaine sécurité de l'emploi. Quand vous voyez votre état de santé se dégrader, eh bien, vous vous dites, vous ne pouvez pas comme ça démissionner. Enfin, moi, ce n'était pas du tout une option possible de démissionner. Bon, en plus, quelques années auparavant, je m'étais séparée du papa de ma fille. Donc, quand j'ai eu ma TS, j'ai fait ma TS, ma fille avait 8 ans. Donc je vivais seule avec ma fille, enfin qui était en garde alternée. Donc vous savez, vous avez une maison sur le dos, vous avez... Bon, ça fait qu'à un moment donné, voilà, j'avais un salaire qui tombait tous les mois. Je ne pouvais pas décider comme ça, brûle pour point, comme ça, quand j'étais en arrêt de travail pendant les 2 ans, de dire, bon, moi je quitte l'entreprise pour essayer de trouver mieux, parce que vu dans l'état de santé que j'étais dans l'incapacité de retrouver un emploi, quoi qu'il en soit. Donc j'ai peut-être à l'époque accepté la facilité, dire... Et en effet, j'ai fait un travail avec un psy qui a été très très important. C'est-à-dire que quand je lui ai brossé le début de ma carrière, où je lui ai dit à quel point je me suis éclatée les 10 années précédentes dans un travail où j'étais reconnue, où voilà, on me donnait des responsabilités et tout. Alors déjà, le travail qu'on a fait ensemble, c'est de faire le deuil, d'avoir un emploi qui soit, épanouissant. Donc là déjà, j'ai repris le travail en 2013 en retournant sur mon lieu de travail en me disant, voilà, maintenant, ton travail, ce n'est plus un lieu épanouissant. Donc à partir du moment où je l'avais accepté et que j'avais fait le deuil de cela, automatiquement, j'allais au travail dans une autre configuration en me disant, voilà, ce qui compte aujourd'hui, c'est que tu gagnes ta vie, que tu as un salaire qui tombe tous les mois. Donc, tu fais tes horaires, 8h, 16h, je pense que c'était à l'époque. Et encore, je n'ai pas repris à temps complet, donc c'était au départ du 60%, 60%, enfin bref. Donc, ce qui fait que voilà, mon retour au travail s'est fait dans une configuration où je me disais, de toute façon, je n'y vais plus avec l'espoir un jour de m'y éclater, mais j'y vais pour gagner ma vie. Puisqu'à l'époque, c'était hyper important déjà d'avoir un travail en soi, puisqu'il y avait une configuration à l'époque de l'emploi qui faisait qu'il y avait quand même beaucoup de gens au chômage autour de moi, par exemple, et que je me disais, mais tu te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir un emploi, donc voilà, il fallait surtout pas que je lâche tout, alors que j'avais une sécurité d'emploi qui m'était assurée par ce statut de fonctionnaire. Donc c'est peut-être un peu la facilité, certains me diront, mais moi, voilà, c'est comme ça que j'ai géré la chose. Et donc, je suis restée jusqu'à la fin de ma carrière, jusqu'au 1er novembre 2022, puisque j'ai été mise en retraite, invalidité imputable au service. Et donc, j'ai fait 4 décennies de carrière quand même dans l'entreprise. Et avec maintenant, voilà, une libération totale d'être complètement libérée de l'entreprise avec ce statut de retraité qui, pour moi, est une libération totale. Quoi. Et pour parler du burn-out, du coup, comment ça s'est
présenté chez toi en Alors, fait, le burn-out, ça s'est présenté par le fait que je partais au travail avec l'angoisse. Quand j'arrivais là-bas, dès que j'arrivais sur le plateau, avec le brouhaha permanent qu'il y avait, ben, j'avais la boule d'angoisse qui, voilà, j'avais les larmes qui montaient. Je pouvais me retrouver à la cafétéria, par exemple, où mes collègues me parlaient, mais je n'entendais même pas ce qu'ils me disaient, tellement c'était bruyant, même dans le salon de repos. Voilà, j'avais déjà le corps qui disait stop, qui envoyait des signaux en disant, oh là là, mais... Voilà, même en pause, c'était insurmontable de tout ce brouhaha, ce bruit qu'il pouvait y avoir quand on est 10 à parler autour de vous. Enfin, c'est très très fatigant. Donc voilà, et donc burn-out, bah, c'est voilà. Et le burn-out, disons que pour moi, je dirais que le burn-out, en fait, on ne le voit pas arriver. C'est-à-dire que, à la limite, c'est presque les gens autour de toi qui vont te dire, oh là là, dis donc Béatrice. Bon, mais on ne le voit pas. On dit, mais non, tu sais pas ça, mais non, non, ça va, t'inquiète et tout. Bon, donc on se voile un peu la face. Et en fait, c'est quand on en arrive à un extrême, comme par exemple Mathias, d'arriver un beau matin avec un couteau sur son lieu de travail en disant, ben voilà, si ça doit se passer comme ça, eh bien moi j'ai mon couteau pour en finir, puisque c'était devenu insupportable. Je vois le 5 janvier 2018, comment ça s'est manifesté. Ça s'est manifesté que j'étais sur mon lieu de travail, un brouhaha autour de moi, ce beau matin-là. Et ben, j'étais devant mes ordinateurs et tout d'un coup, voilà, mon corps a dit stop. C'est-à-dire que je ne voyais plus mes écrans, je ne sentais plus mes jambes. Mon cœur battait tellement fort que j'ai cru que je faisais une crise cardiaque. Et comme je ne voyais plus mes écrans, je croyais que je faisais un AVC. Donc c'était mon corps qui disait stop. Donc les collègues m'ont descendu, je ne sais plus comment, du 4e étage au rez-de-chaussée où il y avait la médecine du travail. J'ai passé la matinée à la médecine du travail. Et quand le médecin du travail est venu me voir entre 2 rendez-vous, puisqu'elle avait des rendez-vous avec différents salariés toute la matinée, elle m'a dit, bah, écoutez Madame Panier, là, vous rentrez chez vous, je fais une lettre à votre psy, qui me suivait déjà depuis, voilà, et elle me dit, là, extraction de l'entreprise pendant quelques mois, je ne veux plus vous voir, et là, il va falloir vraiment remonter la pente et tout. Et donc, s'en est suivi 5 années d'arrêt, 2018-2022, début janvier 2018, donc toute l'année 2018, 19, 20, 21, et fin d'année retraite, donc 5 années d'arrêt. Et donc, et sur ces 5 années d'arrêt, il y a eu du positif quand même qui s'est passé, puisque en 2019, je te parlais tout à l'heure donc du tribunal administratif de Caen qui a sommé Orange de reconnaître mes 3 accidents du travail, tu t'en rappelles, mais ça a été aussi l'année où il y a eu le procès de Didier Lombard et des 7 prévenus. Alors il faut savoir, Maximilien, que quand tu étais dans l'entreprise, on savait ce qui s'était passé dans les années 2006, 7, 8, 9, 10. Eh bien, on n'entendait plus parler de rien. Il y a Stéphane Richard qui est arrivé à la tête de l'entreprise début 2011. Il a pris ses fonctions en janvier ou février 2011. Et il a fait le baptême du feu en venant inaugurer nos nouveaux plateaux téléphoniques à Caen. D'accord. Donc ça me fait sourire maintenant parce que bon, moi quand j'avais vu les articles où il faisait justement l'éloge des nouveaux plateaux téléphoniques, qui allaient être super humains, en effet il installait des tables de ping-pong, il installait des baby-foot, il a installé, enfin voilà, plein de choses qui allaient changer la vie des salariés, mais bon, c'était un peu de la poudre aux yeux. Hein. Mais bon, voilà, disons que lui, il arrivait en disant, bah voilà, un petit peu, je suis le nouveau PDG, et avec moi, ça va être une nouvelle ère de l'entreprise qui allait s'ouvrir. Bon, bah, en effet, on avait de l'espoir. Mais moi, quand je lisais tout ça, que j'étais en arrêt, et qu'il préconisait tout ça, moi j'ai pris ma plume et je lui ai écrit en lui disant voilà ce que je pensais, en joignant l'article où j'avais souligné tout ce que voilà, et j'évoquais donc ce que j'avais vécu, et puis voilà, et c'est voilà, et donc c'est vrai que toute cette histoire, je le raconte un petit peu dans mon ouvrage, parce que là bon, il me faudrait 2 heures pour raconter tout. Donc c'est un ouvrage où je raconte justement mes 4 décennies de carrière à France Télécom. Je raconte les 2 procès, donc je vais t'en dire quelques mots des 2 procès de 2019 et 2022 et mon parcours de guérison. Et donc, en effet, quand je te disais qu'il y avait le procès qui allait commencer en 2019, donc t'imagines, moi j'ai fait ma TS en 2011, donc j'avais des collègues qui étaient décédés et
tentative de suicide sur les années de 2009, 2008, 9, 10. Donc c'est quasiment 10 ans après qu'il y a eu le procès. Et nous, en étant salariés à Caen, moi, personnellement, j'ai cru que l'affaire avait été mise sous le tapis, que comme on n'entendait plus parler de rien, puisque il y avait Stéphane Richard qui était arrivé à la tête de l'entreprise, on s'est dit, nouveau PDG, nouvelle ère, donc on fait fi du passé. Et puis, finalement, non, c'est au détour d'une émission de radio, j'écoute un beau matin, ça devait être un samedi 18 juin 2018, quelque chose près. J'écoute RTL le matin et j'entends l'annonce que le procès France Télécom allait ouvrir dans un an. Alors là, ça fait tilt. Le soir, je regarde TF1, Anne-Claire Coudray, pareil, annonce le scoop, avec évidemment une petite vidéo montage de donc toute Claire Lombard, avec Lombard dans ses grandes heures, où on le voit voilà, parler donc de l'ère où il était PDG. Et elle finit en disant « Le procès France Télécom va s'ouvrir dans un an et que les salariés vont pouvoir se porter partie civile. » Alors là, je ne sais pas pourquoi, cette parole a illuminé ma fin de journée. Tout de suite, je suis allée sur Google, parce que moi, la justice, je ne connaissais rien. Et donc, qu'est-ce que c'est se porter partie civile? Et c'est comme ça que j'ai remué ciel et terre pour pouvoir me documenter. Et donc, c'est comme ça que je me suis portée partie civile via le syndicat Sud. Donc, j'ai fait partie des 118 parties civiles, salariés de toute la France, qui se sont portés partie civile avec le syndicat Sud, qui organisait justement l'organisation du procès. Avec, donc, eux avaient deux, trois avocats qui faisaient partie du dossier. Donc, ça ne nous coûtait rien au niveau de frais d'avocats et tout. Enfin, disons qu'on faisait partie d'un groupe qui nous portions partie civile. Et c'est comme ça que j'ai pu assister en 2019 au procès qui a duré 2 mois et demi. J'ai assisté à 13 journées d'audience au total. Donc j'allais à Paris, au tribunal Porte de Clichy. Et puis donc, c'est là que j'ai pu comparaître à la barre, le 26 juin 2019, où j'ai pu dire à Didier Lombard, qui était à 1 mètre de moi, tout ce que j'avais vécu dans l'entreprise. Et ça, Maximilien, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Tu ne peux pas savoir comment je me suis vidée d'une chape de plomb une fois que j'ai pu évoquer. Alors, je ne sais pas si tu imagines. Au tribunal, tu avais au total donc les 7 prévenus, avec chacun 2-3 avocats. Tu avais des parties civiles, chacun avait, ça représentait déjà 20 à 30 avocats. Tu avais à côté de ça les parties civiles, donc au total, il y avait bien 20 ou 30 avocats. Tu avais 3 juges, tu avais 2-3 huissiers, tu avais derrière toi les parties civiles, tu avais les témoins, tu avais les médias, donc 200-300 personnes derrière. Et donc toi, tu es là, à la barre, avec la juge devant toi, les 3 juges, les prévenus ici, Didier Lombard à 1 mètre de moi, et donc 300 personnes qui t'écoutent. Waouh! Et là, tu peux vider ton sac, dire ce que tu as sur le cœur, dire ce que tu as vécu. Et moi, j'avais fait fort parce que j'avais préparé mon petit texte qui avait été validé par mon avocate, parce que c'était très important, c'est très important de l'expliquer ça, parce que il ne fallait pas que dans mon texte que j'allais dire, c'est pour ça que la juge nous avait précisé au début du procès de préparer notre texte et de le lire, parce qu'elle nous avait dit que chaque mot, chaque date, chaque chiffre, chaque nom qu'on allait donner devait pouvoir être vérifiable à tout moment. Donc il n'était pas question de se planter d'une date, se planter d'un nom, se tromper de nom d'une personne, de se tromper d'un pourcentage ou d'un chiffre qu'on avançait. Il fallait que tout puisse être vérifiable. Et l'avocate m'avait dit, Madame Panier, quand vous paraîtrez à la barre, vous m'enverrez votre texte. Donc c'est pour ça que la juge nous avait dit, venez avec votre texte, comme ça au moins, parce que vous allez voir comment c'est intimidant d'être devant tout ce parterre de monde. Quand on comparait à la barre, qu'on est dans l'émotion, qu'on va raconter ce qu'on a vécu, je peux vous dire que d'avoir son petit support papier, vous allez me remercier en disant « Ouf, heureusement que j'avais mon papier pour écrire, sinon on est là, on ne sait plus. » Il y a le stress aussi, j'imagine, voilà. Ça Alors pas moi, dû être facile. exactement. Et donc, l'avocate avait pour mission de me valider ce que j'allais dire, de façon à ce qu'il n'y ait pas une phrase ou une tournure de phrase qui puisse donner du grain à moudre à la partie adverse. C'est vraiment de la stratégie. Oui, c'est incroyable. Donc, tout ce que j'ai dit a été validé par l'avocate pour qu'il n'y ait pas après une phrase qui puisse être retenue contre nous. Et donc, moi, quand j'ai fait mon texte,
puisque bon, comme tu le sais, je vais écrire, donc là je peux vous dire que mon texte a été bien tourné, bien carabiné, bien... Alors moi j'avais fait une stratégie dans mes feuilles, c'est-à-dire que j'avais des endroits où j'avais mis par exemple en rouge, je me tournais vers Didier Lombard pour lui dire les yeux dans les yeux ce que j'avais à lui dire. Donc il y a eu 3-4 endroits comme ça où je me suis retournée. Et il y avait des endroits que j'avais mis d'autres couleurs où je haussais le ton. C'est-à-dire que parce que je me suis rendu compte au fil des audiences que que même Monsieur Lombard, des fois, il piquait du nez. Hein. C'est-à-dire qu'être de 13h à 20h sur son banc des accusés, il y a des fois, voilà, comme je le dis dans mon bouquin, avec un petit peu d'humour, il y a des fois, il y avait un essaim de mouches tsetse qui passait par là et qui faisait qu'on voyait des gens piquer du nez, dont Didier Lombard, plusieurs fois. Et donc, l'idée, c'est que quand vous comparaissez à la barre, si vous n'avez pas envie d'endormir les gens, eh bien, voilà, vous sortez la petite phrase... Voilà, la petite tonalité qui va un petit peu réveiller tout le monde, surtout que moi je suis passée vers les 18h, donc en fin d'après-midi. C'était un jour de canicule, il faisait 40 degrés ce jour-là à Paris. La climatisation, je crois qu'elle venait de tomber plus ou moins en panne. Il y a eu un malaise juste avant d'un collègue. Enfin bon, donc un contexte quand même qui faisait que ça a été une journée très laborieuse. Mais alors, quelle libération, quoi. Et ça a dû être dur du coup de faire ce pas-là en fin de compte d'y aller, quoi, en fin de compte. Alors, disons que moi, je savais que... Alors pour moi, à partir du moment où il allait y avoir un procès, il était évident que je devais y être. C'est-à-dire que j'avais conscience que le fait de vivre le procès, et en plus de pouvoir comparaître à la barre, il y aurait pour moi un avant et un après. C'est-à-dire que je savais que ça allait être une étape importante. Et en effet, il est clair que pour moi, déjà, cette fin juin, là, quand j'ai comparu à la barre, il faut reconnaître que ça a été un tel soulagement. Enfin, comme je disais tout à l'heure, je me suis vidée d'une chape de plomb qui fait que vraiment, ça a été une libération. Alors après est tombé le verdict que 6 mois après, ça a été le 20 décembre 2019, où justement, on est tous revenus à Paris pour le délibéré, qu'on appelle. Et là, pendant 1 heure, vous avez la juge qui reprend les différents éléments en disant, voilà, vous êtes reconnu victime de harcèlement institutionnel, victime. Et les prévenus sont reconnus coupables. Et ça, je peux te dire que c'est une libération aussi. Enfin moi, voilà, ça a été quelque chose de hyper important de vivre ça. Et moi, voilà, fin 2019, c'était le 20 décembre. Alors rappelle-toi qu'en septembre, j'avais mes 3 accidents qui venaient d'être reconnus comme tels. Donc en l'espace de 3 mois, entre septembre et décembre, j'avais quand même une belle victoire au tribunal administratif de Caen pour mes 3 accidents du travail. Et à la fin, et 3 mois après, j'étais reconnue comme victime de harcèlement institutionnel par l'entreprise. Donc, dans un parcours justement de burn-out, où moi j'étais une battante, une combative jusqu'au bout des choses, eh bien tout ça, ça peut concourir justement après à pouvoir enfin tourner la page. C'est-à-dire que moi, en effet, je conçois que s'il n'y avait pas eu ces étapes-là, est-ce qu'aujourd'hui j'aurais pu tourner la page? C'est pas sûr. Tandis que là, moi, voilà, j'ai décidé que j'allais pouvoir avancer du fait que j'avais ces 2 victoires judiciaires. Et donc, en effet, 2020, voilà, ça a été pour moi une nouvelle année, une nouvelle décennie. Et puis bon, alors donc, qui s'est passé 2020, on a confiné. Ça, donc, On a confiné en mars 2020. Eh bien, moi, le confinement, je l'ai très bien vécu. Et ça m'a ouvert sur l'écriture, puisque je me suis inscrite à une masterclass avec Eric Emmanuel Schmitt, qui proposait via The Artist Academy de suivre donc une formation avec lui, avec des vidéos et tout, pour se parfaire dans l'écriture. J'ai fait partie d'un jury Ouest France. J'avais 8 livres à lire en 2 mois, donc c'est tombé pile aux 2 mois de confinement. J'ai été sélectionnée, j'avais 8 livres à lire, donc j'avais tout le temps devant moi pour le faire, et ça a été une expérience extraordinaire. Alors, pour la petite histoire, c'était des livres qui n'avaient jamais été publiés, qui avaient été refusés par des éditeurs. Et Ouest France avait décidé de donner sa chance parmi donc une quarantaine de bouquins. On était divisés en 2-3 groupes, et donc moi j'ai fait partie d'un groupe qui a lu 8 livres, et donc on a été plusieurs groupes à lire 8 livres pour en sélectionner chacun un, et après il y avait un jury final, enfin on a sélectionné le livre qui allait paraître. Donc c'était aussi, pour moi ça me parlait beaucoup, parce que moi justement comme j'ai publié pas mal de livres, certains beaucoup refusés par des éditeurs,
ça m'a parlé, moi, l'histoire de participer à un jury du livre non publié et de pouvoir lui donner une chance. Alors j'ai participé à ça. J'ai participé à un concours de nouvelles organisé par le fameux 3 mâts, le Bellem. Et c'est comme ça que je suis partie d'une chanson de Laurent Voulzy, avec qui je fête 40 ans d'amitié justement, avec Alain Souchon aussi. Et le Bellem m'a inspiré une nouvelle, donc qui a participé à ce concours. Je n'ai pas gagné de prix, mais ça a été pour moi la découverte d'écrire une nouvelle. Et ensuite, ça m'a donné l'idée du projet en 2021, qui a donné ce livre, qui est un livre de poèmes et nouvelles qui m'ont été inspirés de... Je vais te le rapprocher un petit peu, ouais, je pense. Qui a été donc inspiré de 10 chansons d'Alain Souchon, Laurent Voulzy. Okay. Et pour fêter mes 40 ans de rencontre avec Alain et Laurent, et fêter mes 20 ans d'installation en Normandie. Et donc, voilà, c'est un petit livre tout en couleurs que je vends toujours actuellement au prix de 5 €, avec des photos des 2 artistes, et qui permettent aux lecteurs de visiter notre belle Normandie à partir de ces poèmes et nouvelles. Et moi, le but, c'était aussi de faire un coup de cœur caritatif à 2 associations que les 2 artistes soutiennent et dans lesquelles je suis investie depuis quelques années, à savoir Aïna Enfance et Avenir, que Laurent Voulzy parraine à Madagascar, qui vient en aide à 350 enfants, et je suis moi-même marraine d'un enfant malgache, Fali, qui va avoir 20 ans à la fin de l'année, et la Fondation Recherche Alzheimer, que la famille Souchon soutient tous les ans par un gala caritatif pour faire avancer la recherche. Et fin 2021, j'ai pu remettre un beau chèque de 1 300 € à chacune des 2 associations, et en 2022, un beau chèque de 900 €. Et donc, moi, cet ouvrage, ça a été aussi l'ouvrage de ma reconstruction, c'est-à-dire que je voulais me prouver que à travers donc cet ouvrage que j'ai monté tout, je me suis occupée de tout de A à Z, au niveau de l'impression, au niveau de mes salons du livre, dédicaces, voilà, tout, trouver les médias pour faire des articles, et voilà, j'ai tout fait de A à Z. Et c'était une manière pour moi de me prouver que j'étais pas encore tout à fait foutue. Et donc, voilà. Donc, on a besoin de se réassurer quelque part. Quelque part, c'était... Voilà. Qu'on est capable toujours de faire quelque chose. Quoi. Et là, du coup, l'écriture, ça a été quelque chose pour toi qui t'a aidé, en fin de compte, à avancer. Ouais. Et là où l'aventure est extraordinaire, c'est que l'année dernière... Alors, du coup, tes livres, ils sont tous dispo Alors, on peut tous les trouver sur ma boutique en ligne. D'accord. Alors, disons que j'ai un site internet qui s'appelle béatricepanier.com. Et là, je me suis créé une boutique en ligne sur Rakuten, puisque j'ai un Rakuten, et là, on peut trouver mes livres en vente. D'accord. Est-ce qu'on peut les trouver Alors, sinon, on ne peut pas les trouver ailleurs, puisque c'est de l'auto-édition. D'accord. Et que, donc, voilà. Donc, on les trouve auprès de moi en me contactant, même via Facebook, par Messenger. Je peux envoyer un petit bon d'inscription, bulletin de souscription. Enfin, on mettra ça dans la description, voilà, des petits trucs. Et puis, là où l'aventure est extraordinaire, quand même, quand on se lance dans un projet comme ça, c'est que l'année dernière, au mois d'octobre, il y avait le FENO. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est le Festival de l'excellence normande, qui existe depuis 2-3 ans, qui a lieu une année à Caen et une année à Rouen. Donc là, cette année, ça aura lieu au mois d'octobre à Rouen. L'année dernière, c'était à Caen. Et j'y suis allée. Et j'ai rencontré, sur un stand d'une maison d'édition, un monsieur qui s'appelle Louis Lefebvre, qui est donc un auteur, éditeur, journaliste, traducteur en normand, qui m'expliquait que tous les livres qu'il y avait devant lui, il y en avait une vingtaine, c'était des livres qui avaient un rapport avec la Normandie, qui étaient à la fois en français et en normand. Alors moi, je sors de mon sac à dos mon petit ouvrage, je dis, voilà, moi, comment j'ai mis depuis l'année dernière en avant la Normandie. Alors il feuillette le petit ouvrage et tout, il me dit, oh là là, écoutez Béatrice, ça me plairait bien de le traduire en normand, votre ouvrage, pour le proposer à mes lecteurs, puisqu'il a un panel de 200 ou 200 lecteurs qui systématiquement achètent tous les livres dès qu'ils sortent. Alors, il me dit, moi, c'est 2 artistes que j'apprécie énormément. Et puis, vous mettez à l'honneur la Normandie. Écoutez, moi, je vais traduire donc votre ouvrage en normand. Et donc, le livre est paru au mois de mars, avec donc de Port-Bail à Elsa. Je peux soulever un petit peu, je pense. Ouais. Nickel, là, c'est nickel. Voilà, avec la partie en français et la partie en normand. Ah oui, d'accord, c'est en... Ok, voilà. C'est génial, ça. Et on le vend 10 € celui-ci, alors que tous les autres sont à 5 €. Au profit de la Fondation Recherche Alzheimer, parce que lui, ce qui l'avait touché justement dans mon petit ouvrage, c'est l'investissement que j'avais aux côtés de la Fondation Recherche Alzheimer, parce que justement, le livre, on l'a appelé de Port-Bail à Elsa, parce que Elsa, c'était sa maman qui avait la maladie d'Alzheimer. Il a été lui-même aidant
de sa maman qui a eu la maladie et qu'il m'avait envoyé au début de notre rencontre, là quand je lui avais envoyé le PDF de mon ouvrage, il m'avait dit bah, Béatrice, j'aimerais vous soumettre un texte que j'ai écrit de mon témoignage d'aidant. Bon, sa maman étant décédée depuis quelques années, donc c'était un texte qui datait, mais qui était enfoui dans le fin fond de son ordinateur. Et alors, bah, ce monsieur a une plume extraordinaire. Et j'ai dit à Louis, bah, écoutez, vu que vous me faites le cadeau de me traduire toutes les chansons et mes textes en normand, eh bien moi je vous propose qu'on mette votre texte d'aidant Alzheimer dans le livre et qu'on vende le livre au profit de la Fondation Recherche Alzheimer. Ah bah j'ai dit, C'est génial, là ça. il m'a dit vraiment Béatrice, là c'est un super cadeau, donc voilà. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Et pour la petite histoire, je vais te raconter une anecdote qui est quand même incroyable. À la fin de notre rencontre donc à Valognes, une semaine après le Féno, où on a donc un peu validé notre accord de travail qu'on allait faire, il me dit en fin de conversation, Béatrice, il faut quand même que je vous raconte une anecdote. Il me dit, bah, figurez-vous que j'ai ma belle-fille qui est infirmière à Paris et qui a fait partie du personnel soignant qui a soigné la maman d'Alain Souchon à Paris. Et c'est le monde Alors, est petit, quoi. Voilà, moi Le je me monde dis, est- bah voilà, je dis là, on boucle une boucle. Enfin, je veux dire, voilà, moi j'ai trouvé l'anecdote absolument incroyable. Et puis bon, bah voilà. Donc c'est une belle aventure. Voilà, ça a été incroyable le nombre de rencontres que j'ai fait toutes ces dernières années. Et pour tout te dire, Maximilien, ce livre, j'ai pu en remettre un exemplaire à Laurent Voulzy, qui est venu chanter à l'abbaye de Lessay début juillet pour 3 dates. Et Laurent, bah, il a été honoré quand il a feuilleté le bouquin et tout, et qu'il a vu que, voilà, je dis, bah écoute, tu as tes chansons traduites en normand. Et il m'a dit, bah Béatrice, c'est un très beau cadeau que tu me fais là. Clair. Parce qu'en 50 ans de carrière, Alain et moi, on n'a jamais eu nos chansons traduites dans une langue régionale en France, quoi. Donc ça aurait pu être en basque, en breton ou en corse, hein, ou en alsacien, je sais pas. Eh bien non, ça s'est jamais fait apparemment, enfin pas à sa connaissance en tout cas, et donc il a été très honoré d'avoir un exemplaire de l'ouvrage. C'est génial. Je vrai voulais que... revenir sur un truc, Oui. c'était par rapport à la médecine du travail. Ah. Du coup, comment ça se fait que... Parce que normalement, la médecine du travail, ils sont censés voir comment ça va au travail, etc. Et Alors, là, en ça, fait, du coup, tu n'étais pas la seule dans ce cas-là. Et pourquoi, en fait, il n'y a pas eu des choses qui ont bougé ou Alors, quoi, moi j'ai eu la chance d'avoir une médecin du travail, donc c'était une jeune dame qui avait peut-être la quarantaine, qui quand elle est arrivée donc dans l'entreprise, bon bah j'étais en plein burn-out, hein, j'avais eu une précédente qui est partie à la retraite, et cette dame elle a pris les choses en main, et suite, donc tu te rappelles que j'ai eu un accident du travail le 5 janvier 2018, qui était consécutif en fait à une réorganisation du travail qui était programmée en 2016 pour une mise en exécution en septembre 2017. Donc elle me recevait tous les 3 mois pour une visite de routine, enfin voir où j'en étais, voilà tout ça. Et à chaque compte rendu de fin d'entretien, elle mettait, voilà, donc j'ai reçu Madame Panier aujourd'hui, donc ça va comme ci, ça va comme ça. Attention, dans la perspective du déménagement en septembre 2017, il faudra être très vigilant sur la place que Madame Panier aura sur le nouveau plateau. Ah oui, parce que toi tu voulais te positionner à un Alors, certain disons qu'elle point, m'a proposé déjà de remplir un dossier de RQTH. C'est elle-même qui m'a proposé. Elle m'a dit, Madame Panier, si vous remplissez un dossier de RQTH, reconnaissance de travailleurs handicapés, moi ça va me donner du poids auprès donc, de la médecine du CHSCT au niveau enfin, de plein de choses. Ça va me donner du poids pour argumenter pour que vous ayez une place bien déterminée sur le plateau. Donc, tous les 3 mois, pendant un an et demi, il y a eu cette petite phrase à la fin qui disait « Attention, vigilance, Madame Panier, voilà, sur le nouveau plateau. » Bon. Sauf que, quand je suis arrivée sur le plateau, j'étais en plein milieu du passage. Il n'a absolument pas été tenu compte de toutes les recommandations. Et c'est pour ça que quand je fais mes conférences, justement sur un peu mon parcours, eh bien, toutes ces pièces-là, parce que le compte-rendu qu'elle faisait à la fin de chaque rencontre que je faisais avec elle, il y avait un exemplaire qui me revenait à moi, à mon N+1, N+2, préventeur, CHSCT, et peut-être encore d'autres personnes. Donc, à aucun moment, personne dans l'entreprise pouvait ignorer tout ce qui était préconisé pour moi. Donc, quand au tribunal administratif, j'ai donné ces preuves, puisque là, c'était des preuves incontournables et indiscutables, eh bien, en effet, le tribunal n'a pu faire que reconnaître que l'entreprise était parfaitement au courant de mon état de santé,
et qu'en effet, il n'en a pas été tenu compte, et que ce qui est arrivé le 5 janvier 2018 était inévitable, et que ça a eu lieu sur le lieu de travail, et que c'est indiscutablement un accident du travail. Voilà ce qui était expliqué dans le rapport là, de 400 pages que j'ai reçu. Et donc, moi, le conseil que je donne toujours à mes conférences, c'est de toujours garder trace de tous les mails, de tout. Voilà, moi, j'en faisais des dossiers, j'avais des dossiers de toutes ces pièces. Et le jour où vous donnez ça à un tribunal, c'est des preuves tellement accablantes que... Voilà, la justice, après, pour eux, c'est du pain béni d'avoir toutes ces preuves écrites qui indiquent que la médecine du travail a Dieu sait combien de fois alerté et l'entreprise n'en a jamais tenu compte. Donc voilà, un petit peu donc pour l'année 2019 en tout cas déjà. Et du coup, aujourd'hui ça va mieux. Voilà. Alors, et qu'est-ce qui t'a aidé en fin de compte à donc tu m'as dit qu'il y avait le procès, tout ça, ça t'a aidé justement à tourner la page. Voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Est-ce que ta fille aussi ça a été un pilier en fait dans ta reconstruction? De toute façon, moi, ma fille, maintenant elle a 20 ans là, aujourd'hui, elle vient d'avoir son BTS en communication, là, elle commence une alternance là, pour passer un bachelor en événementiel, donc en plus bon, elle a décroché une alternance aussi de Deauville, donc je pense que là elle va être vraiment dans le bain de l'événementiel XXL. donc ce qui fait qu'en effet, bon, ma fille, en effet, je suis très fière de son parcours parce qu'elle a toujours été une très bonne élève à l'école, donc ça déjà, ça a été pour moi une grande satisfaction et un grand soulagement que ça se passe très bien à ce niveau-là. Et puis voilà, maintenant mon moteur, c'est ma fille, je vis pour elle depuis toujours et que là, maintenant, je pense on a repris un petit peu le cours de notre vie depuis maintenant quelques années. Et puis bon, c'est vrai que ce que je peux te dire, Maximilien, aussi, c'est qu'il y a eu une étape importante quand je te disais que j'avais justement commencé à tourner la page en 2019 suite au délibéré du procès. Bon, il y a eu quand même, quelques jours après, début 2020, les prévenus qui ont fait appel de la décision, parce qu'eux ne comprenaient pas qu'ils étaient reconnus coupables de harcèlement institutionnel. Donc, ce qui fait qu'on a eu droit en 2022, donc 3 ans après, à un nouveau procès. Et je me disais, est-ce que ça vaut le coup que j'y retourne à ce procès? Puisque comme j'étais partie civile, j'étais d'office conviée, donc j'ai reçu une convocation par un huissier. Alors là, ça s'est passé d'une manière. Je revenais de mon groupe de parole de souffrance et travail à Caen. Je rentre chez moi et je trouve dans ma boîte aux lettres une feuille, même pas sous enveloppe, avec écrit cabinet d'huissier de je ne sais quoi, qui disait nous nous sommes présentés à votre domicile, vous n'étiez pas là, vous êtes sommé de passer dès que possible, en toute urgence, venir chercher un dossier hyper urgent vous concernant et tout. Oh là là, je me disais, un peu stressant déjà. Oh là là, je me suis dit mon Dieu, mais qu'est-ce qui me tombe dessus? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je vais donc en début d'après-midi à l'endroit au cabinet d'huissier. Et ce n'était tout simplement que la convocation pour 3 mois après, à l'ouverture du procès au mois de mai, qui a eu lieu le 11 mai 2022. Pour m'indiquer que j'étais conviée avec donc le calendrier des audiences et tout ça. Donc j'ai dit tout ça pour ça. Enfin, parce que moi, si tu veux, Maximilien, et je pense que peut-être que dans les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui dit huissier dit quelqu'un qui vient chez vous saisir vos meubles. Moi, pour moi, c'est ça un huissier. Donc c'est hyper stressant. Donc j'imagine, si j'avais été là, j'ouvre ma porte, il me présente sa carte, mais je pense que je serais tombée dans les pommes. Parce que pour moi, jamais je n'aurais imaginé qu'on se pointait chez moi pour me remettre en main propre une convocation au tribunal à Paris. Moi, pour moi, un huissier, et moi, quand j'en parle autour de moi, il y a 99% des gens qui me disaient, pour moi, huissier, c'est on vient chez toi te ramasser tous tes meubles. Et il n'y en avait qu'1%, en effet, il y en a 1 ou 2 qui savent, on ne sait pas pourquoi, qui savaient que l'émission d'un huissier, bon, comme quoi, il y a quand même très peu de gens qui savent quelles sont vraiment les... Voilà, tu ne savais pas non plus. Et donc, moi, je pense qu'à la limite, heureusement que je n'étais pas là au moment où j'ai ouvert la porte, parce que je pense que je serais tombée dans les pommes. Parce que moi, il me dit, je suis huissier. À peine il aurait fermé sa bouche, que tout de suite, moi, j'aurais dit, ça y est, on vient me saisir ma maison, on vient... Et là, je crois que je me serais effondrée. Enfin, je pense que je serais tombée dans les pommes, parce que je pense que ça aurait été assez violent. Donc voilà. Alors, c'est comme ça que j'ai été conviée au procès. Donc déjà, ça démarrait mal. Et après, tout au long des semaines qui ont suivi, je me suis dit, bon,
est-ce que je dois y aller à ce procès, est-ce que ça vaut le coup et tout, parce que je me disais, alors moi une chose était sûre, c'est que je ne voulais pas recomparaître à la barre. Moi je l'avais fait, j'avais vraiment pas envie de remettre ça, parce que pour moi ça c'était fait. C'était fait, ouais. Mais j'ai quand même eu ma petite voix qui me disait, si, il faut que tu ailles à ce procès. Bon. Et moi, comme depuis maintenant quelques années, j'ai l'habitude de suivre mes intuitions, de suivre ma petite voix, je suis allée au procès. Et le 11 mai, je me suis présentée au procès. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Parce que le soir, en rentrant, quand j'ai récapitulé la journée, que j'ai entendu les prévenus, à qui il était demandé de venir à la barre pour expliquer pourquoi ils faisaient appel de la décision, et qu'ils étaient toujours dans le même schéma que j'avais entendu 3 ans avant, pendant 2 mois et demi. Ils n'ont pas avancé en fait. Eux, ils n'avaient absolument pas avancé là-dedans. Et ils étaient toujours dans le même discours que je ne comprends pas pourquoi je suis coupable de quelque chose que je n'ai pas fait. Alors moi, c'est là que je me suis rendu compte, Maximilien, que ça ne m'atteignait plus. Je me suis dit, mais vraiment, ça ne me touchait plus du tout. Et j'ai dit, waouh, là j'ai eu une prise de conscience du chemin parcouru, en me disant, tu te rends compte, d'entendre ça, ça te glisse dessus, c'est-à-dire que ça ne t'atteint plus. Donc ça veut dire que tu as vachement avancé dans ta tête. Et ça, rien que pour ça, d'être venu, déjà, ça a été hyper important. Et ce qui a été important pour moi aussi, c'est que je me suis dit, ce procès, maintenant, je vais y revenir, mais ce sera pour soutenir mes collègues partie civile, parce qu'il y en a, en effet, malheureusement, qui n'ont absolument pas avancé, qui étaient toujours dans la haine de l'entreprise, toujours dans la souffrance, toujours dans... Oh, j'ai dit, wow, les pauvres, vraiment, eux, pendant 3 ans, ils n'ont toujours pas avancé. Et je me suis dit, moi, je vais être là pour eux, je vais les soutenir, je vais être là le jour où ils comparaissent à la barre. Et j'ai remarqué quelque chose d'assez incroyable, c'est que Didier Lombard, quand un salarié venait de comparaître à la barre, eh bien, il venait présenter ses excuses. Et moi, j'ai été témoin, justement, où il disait, voilà, je suis vraiment désolée avec ce que vous venez de nous raconter, désolée de ce qui s'est passé. Il y a vraiment eu un raté sur votre dossier, et j'en suis vraiment désolée. Et un beau matin, la semaine d'après, ces 2-3 jours d'audience, je le croise par hasard dans les couloirs. Et on a failli se tamponner, donc, et puis je le salue, il était avec son épouse, je dis, bonjour monsieur Lombard, tiens, ça tombe bien qu'on se croise là, parce que j'avais quelque chose à vous dire. Et voilà que je lui dis, écoutez monsieur Lombard, je tenais à vous remercier, parce que depuis quelques jours, je vous observe auprès de mes collègues qui comparaissent à la barre. Et figurez-vous que de vous voir vous excuser auprès de mes collègues, vous n'imaginez pas le bien fou que ça me fait de vous voir vous excuser. Certes, je n'aurai sans doute pas droit à vos excuses, étant donné que je ne vais pas comparaître à la barre, puisque moi, j'ai décidé de tourner la page. Moi, depuis 3 ans, je suis dans la reconstruction. Mais sachez que, voilà, c'est quelque chose qui me fait du bien de vous avoir vu faire ça. Et je vais même aller plus loin, monsieur Lombard. Je suis capable de vous dire aujourd'hui que en 3 ans, le chemin que j'ai parcouru fait qu'aujourd'hui, je peux vous croiser dans les couloirs sans avoir à détourner le regard, sans éprouver de la haine envers vous. Et ça, je peux vous dire que pour moi, c'est une preuve de comment j'ai avancé dans ma tête. Ça, c'est fort. Et voilà, c'est fort. Et j'ai son épouse qui m'a tenu le bras comme ça, tout ému. Lui, Didier Lombard ne disait rien parce que je sentais quand même qu'il y avait une émotion. Voilà. Et sa femme m'a dit, merci Madame Panier. Je m'étais présentée au départ, Madame Panier Béatrice, salariée de Camp-Venoy et tout. Et donc, Madame Panier, ça fait plaisir à entendre ce que vous nous dites là. Et puis voilà. Voilà, ça a duré 2 minutes, et puis je continue mon chemin, et puis eux aussi. Et puis le lendemain, quand on se recroisait, c'était des petits bonjours comme ci, des petits sourires par là, et tout très bien. Et le vendredi, donc c'était le mercredi, jeudi, vendredi. Et le vendredi, tout d'un coup, j'étais dans les couloirs du tribunal, j'ai Didier Lombard qui se poste à côté de moi. Oula. Alors, donc je me retourne, et puis monsieur Lombard, bonjour. Et voilà qui me parle. Alors au début, ça commençait mal, parce qu'il me dit... Madame Panier, écoutez, j'ai essayé de retrouver votre dossier, mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus et je ne comprends pas. Je dis, écoutez, je pense, monsieur Lombard, que j'ai une explication. C'est-à-dire que je pense que vous avez chez vous, ou dans vos ordinateurs, vous avez sans doute les 39 dossiers des parties civiles qui ont porté plainte. Des familles, Bon. Moi, par contre, je fais partie du groupe collectif des 118 parties civiles du syndicat Sud. Voilà, ça doit être pour ça que j'ai pas votre dossier. Donc, voilà, on tombe d'accord, il me dit, ok, il convenait que ça devait être ça l'explication.
Et il continue en me disant, bah, écoutez, Madame Panier, je voulais que vous sachiez que je suis vraiment très désolée de ce que vous avez vécu à Caen, à cette époque. Waouh! Alors là, déjà, waouh! Il continue, et puis il me dit, ah ben moi, vous savez, en plus, je connais bien vos bureaux à Venoy, parce que à l'époque où Louis Mexando, qui est décédé il y a quelques jours, je sais pas qui c'est. Ouais, alors Louis Mexando, c'était le ministre des PTT. D'accord. Dans les années 81, 86, je crois. Et apparemment, M. Lombard faisait partie du staff proche de Louis Mexando, puisqu'il me disait que quand Louis Mexando, qui était canet, était ministre des PTT, il venait très souvent. Apparemment, il devait avoir un bureau à Caen-Venoy. Avant qu'il soit ministre, il devait sans doute être déjà dans des locaux à Caen-Venoy. Et il dit, ben, je venais très souvent avec Louis Mexando à Caen, dans vos locaux, à Venoy. Et donc, grâce à lui, j'ai beaucoup visité Caen. Il m'a fait visiter les bars, les restaurants et tout. Donc, je connais vraiment très bien votre secteur. Et puis, je suis même venue plusieurs années en vacances à Boulgate. Donc, il me parlait comme si je connaissais pas toujours. C'est dingue. Et donc, moi, j'étais là, j'hallucinais total. Et alors, je lui dis, bah écoutez, Monsieur Lombard, je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est une sacrée journée pour moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est les 19 ans de ma fille. C'était le 10 juin 2019. 2021. 22, excuse-moi. Oui, parce qu'elle a eu 20 ans là, donc c'était 19 ans. Oui, alors je me perds un peu dans les dates. Et donc, je lui dis, bah écoutez, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Bah, quand je vais rentrer ce soir, et que je vais lui dire qu'en ce jour de son anniversaire, nous avons eu droit à vos excuses, puisque moi, pour moi, c'était des excuses aussi bien pour moi et ma fille. Quoi, hein. Enfin, moi, pour moi, c'était... Bon. Ah ben, vous savez, c'est quand même un beau cadeau que vous nous faites là, quand même, que je Eh ben, il me dit, eh ben, écoutez, vous lui souhaiterez un bon anniversaire de ma part. Alors là, j'avoue quand même que ce jour-là, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, waouh, ça a été quand même assez énorme. Ouais, ça fait du bien et ça permet vraiment de se construire et de faire waouh. Ah, mais tout à fait, hein. C'est fort en émotion, j'imagine. Ah oui. Déjà, quand tu me racontes, j'étais un peu ému, bravo. Ah ouais, non, mais vraiment. Et là où c'est incroyable, Maximilien, c'est que 15 jours après, donc je suis revenue au procès, donc c'était à une semaine de la fin. Et il était assis sur un banc dans les couloirs du tribunal avec son épouse, parce que bon, il faut savoir que Didier Lombard, c'est quand même le petit papy ventripotent de 80 balais, hein. Donc bon, ouais. Qui n'est pas tout jeune, qui a besoin de son épouse, il la tient au bras, enfin bon, enfin voilà, c'est quand même un petit papy, bon, qui a pris cher quand même, hein. Et puis donc, je les vois assis tous les deux sur un banc. Quand je descends les marches qui descendent vers le grand couloir, je les vois me faire un petit signe comme ça. Bon, moi je m'approche d'eux, bonjour monsieur Madame Lombard. Ah ben vous savez Madame Panier, avec mon épouse, donc ça faisait 6 semaines hein, qu'ils m'observaient quand je venais. On vous a observé pendant ces 6 semaines, et puis alors, oh là, on est quand même épaté par votre parcours, parce que quand on vous voit, comment vous êtes souriante, comment vous êtes bienveillante avec vos collègues, on vous voit dans l'écoute, enfin, on sent en effet que vous avez tourné la page et que vous allez mieux aujourd'hui. Et Monsieur Lombard me dit, vous savez, j'espère qu'un jour, tous les salariés qui soient là, au partie civile aujourd'hui, ou les salariés qui ont été dans l'entreprise, j'espère qu'un jour, comme vous, ils pourront tourner la page. Et il me dit, mais quel est votre secret, Madame Panier? Oh là là, alors moi il me dit ça, alors j'avais mon sac à main. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Voilà. Je me rappelle. Et voilà. Et je dis, bah, écoutez, Monsieur Lombard, ma guérison, c'est ces 2 petits livres. Alors, je lui fais le petit pitch de mon livre de ma reconstruction, n'est-ce pas? Avec les associations et tout. Alors là, tous les deux, ils me félicitent. Ils me disent, ah, bah écoutez, oui, en effet, Madame Panier. Oh là, bah, bravo. Ah oui, Fondation Recherche Alzheimer. Enfin bon, je leur fais le petit pitch et puis ils me disent. Et puis je dis, bah là, vous voyez, le 11 mai, jour de l'ouverture du procès, comme aujourd'hui, j'ai tourné la page, eh bien j'ai sorti ce petit guide pratique, Votre mieux-être arc-en-ciel. Un petit ouvrage tout en couleur que je vends au prix de 5 € et qui est donc toute une bible sur le bien-être. Et justement pour aider les gens à recolorer l'arc-en-ciel de leur vie quand à un moment donné, ils ont une baisse de morale et qu'ils ne savent plus trop comment remonter la pente. Donc c'est un livre en 3 parties avec les grands axes pour se reconstruire après un accident de la vie, les 50 clés ou décisions à mettre en œuvre, et puis le mieux-être de A à Z, avec des conseils, astuces et sites internet, une mine d'informations à découvrir. Donc c'est un petit guide que je propose, et donc je lui ai dit, vous voyez, moi pour montrer que je suis dans la reconstruction, je dis, moi vous voyez, j'ai fait ce petit guide pratique. Alors, ils le regardent tous les deux, et puis
Madame Lombard, je la vois fouiner dans son sac à main. Mhm. Je me dis, Madame Panier, il coûte combien vos livres? Ah bah, je dis 5 euros chacun. Et la voilà qui me sort son petit billet de 20 euros. Alors moi, je commençais déjà à chercher mon billet de 10 pour lui rendre la monnaie, puisque bon, bah, non, 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 vous gardez, Madame Panier, ce sera pour vos associations. Donc là, quand C'est même, fort, ça. là, j'ai vécu quand même un truc incroyable. Et j'avais des collègues partie civile qui observaient la scène, là, 10 mètres plus loin. Une fois qu'ils m'ont laissé, enfin bon, ils sont partis, j'ai donc dédicacé les livres, ils sont partis. Et puis les collègues, ils me font signe de venir. Ils me disent, alors là, Béatrice, on a quand même assisté à une scène historique. Parce que t'imaginer en train de réussir à vendre les livres qui ont signé ta reconstruction, que tu as réussi à les vendre à ton ex-bourreau, là, il faut reconnaître que là, tu as fait fort. Ah ben, je dis, je crois qu'en effet, j'ai vécu un moment absolument historique dans ma vie, parce que jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour, j'allais pouvoir vendre mes livres, parce qu'en plus, il me les a achetés, quoi. Ouais, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est fou. Mhm. Et donc, bah, voilà, donc Maximilien, tu vois, ça, quand je te disais tout à l'heure que ma petite voix m'avait incité à y aller, eh ben, quand je vois ce qui s'est passé au fur et à mesure des jours où je me suis déplacée là-bas, Ah bah, ça va eh ben ça, c'était, voilà. C'était fort, ça, Alors c'était- peut-être que ma petite voix savait qu'il allait peut-être se passer des choses comme ça, hein. Moi, je sais pas comment ça fonctionne là-dedans, hein. Mais toujours est-il que, voilà, je me dis, ben, ce procès de 2022, ce procès en appel, a été pour moi aussi une nouvelle grande marche que j'ai franchie dans mon parcours de guérison. Suite à ce procès, on a eu le délibéré le 30 septembre. Et juste avant le délibéré, donc, qui nous reconnaissait toujours victimes de harcèlement institutionnel, qui les reconnaissait toujours coupables de harcèlement institutionnel, sauf que leur peine a été allégée. C'est-à-dire qu'imagine-toi, Maximilien, qu'ils étaient condamnés à 1 an de prison avec 6 mois avec sursis et 15 000 euros d'amende. Et c'était la peine maximale en 2019. Et là, ils ont été condamnés à toujours 15 000 euros d'amende, mais 1 an entièrement avec sursis. Donc, ils ne passeraient jamais par la case prison. Donc, tu me diras, comme des gens m'ont dit quand je fais des conférences, oui, mais enfin, Madame Panier, le verdict, il est quand même pas... Bah, je dis, écoutez, moi, à partir du moment... Moi, vous voyez, je sais me contenter, entre guillemets, de peu. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je repars de cette audience du 30 septembre, où je suis toujours reconnue victime de harcèlement institutionnel, que je suis toujours... Eux sont toujours reconnus coupables. Moi, ça suffit. Enfin, moi, je ne vais pas me prendre la tête en me disant ah bah voilà, ils ont du sursis, donc ils ne passeront pas par la case. Peu importe. Eux, ils sont toujours reconnus coupables. Et moi, ça suffit à mon bonheur. Enfin, moi, je veux dire, voilà, le verdict est tel que je le souhaitais et tel que j'imaginais qu'il resterait. Eh ben moi, voilà, je ne vais pas me tergiverser la tête en 10 000 suppositions en me disant, bah voilà, par contre, en effet, si ça avait été un verdict autre en les reconnaissant non coupable, bon bah là peut-être que en effet j'aurais moins bien vécu la chose. Mais pour moi, je me suis rendu compte quand même que j'avais bien tourné la page et que de toute façon, bah voilà, arrive un moment où faut savoir avancer. Et moi, bah voilà, voilà, le 30 septembre, j'avais le délibéré du procès. Quelques jours avant, j'avais un papier qui m'annonçait que je partais en retraite le 1er novembre. Donc là, pour moi, bah voilà, la page vraiment se tournait définitivement en me disant, bah voilà, le verdict tombe et en plus, l'entreprise m'apprend que je pars en retraite à validité imputable au service au 1er novembre. Donc je dis là vraiment 2023 qui était donc pour moi cette année, l'année en plus de mes 60 ans. Eh bien, figure-toi que je me suis offert avec ma prime de départ en retraite un beau voyage aux États-Unis avec ma fille, on a fêté ses 20 ans en même temps. On est parti aux États-Unis et le jour de mes 60 ans, le 16 février, nous étions sur le skywalk du Grand Canyon. Et ça, pour moi, ça avait une valeur de symbole que tu n'imagines pas. Au niveau donc de fêter mes 60 ans, voilà, de réaliser un rêve, puisque c'était un rêve que j'avais depuis longtemps. J'étais déjà allée au Grand Canyon 25 ans plus tôt. Mais là, entre-temps, on avait déconstruit le Skywalk, qui est cette plateforme en verre qui s'avance au-dessus du Grand Canyon et qui permet, et ça, je me disais, mon rêve, ce serait d'y retourner un jour. Et puis là, bah, on a mis en œuvre pour que je puisse fêter mes 60 ans ce jour-là sur le Skywalk. Grand Canyon enneigé, qui s'est jamais vu, ça s'est jamais vu depuis des dizaines d'années. Zion Park et Bryce Canyon qu'on a fait sous la neige également. Donc voilà, des paysages extraordinaires. Voilà, ça a été un voyage extraordinaire et pour moi, bah voilà, c'est un petit peu 2023, l'année de la renaissance, un nouveau départ de vie et une manière aussi de dire aux gens que quand on est confronté à un burn-out,
un accident de la vie, quel qu'il soit, bah, il faut se battre, surtout aller au bout de ses convictions. Alors moi, c'est ça que je dis dans mes conférences, c'est que surtout, ne vous laissez pas polluer par tout ce que peuvent dire autour de vous, Pierre, Paul, Jacques, les parents, les enfants, les grands-parents, qui vont vous polluer des fois avec leur peur à eux, alors que vous avez des convictions. Ben moi, si j'ai un conseil à donner à la fin de notre entretien, Maximilien, c'est de dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui d'aller au bout de vos convictions, aller au bout de vos envies, et puis surtout, voilà, de vivre votre vie pour vous. Et ça, peut-être que ce sera notre mot de la fin. Oui, bah, t'as lancé mes questions, en fait, c'est ça qui est ouf. Ah, moi, tu as d'autres questions à me poser. Non, je voulais te poser cette question-là à la fin. Et ah, tout, bah écoute, j'ai besoin de pas dire grand-chose, en fait. Voilà. Donc c'est top. Ah si, encore une chose, pardon, très il y avait une chose, c'était par rapport, parce que du coup, maintenant, t'es dans... une association, c'est ça Oui. Souffrance au travail. Alors, disons que moi, je participe à un groupe de parole qui est proposé par Souffrance et Travail. C'est le réseau que Marie Peset a créé il y a très très longtemps, qui est avec 150 associations sur toute la France. Et la psychologue Isabelle Calice, qui s'occupe donc qui est la psychologue, qui organise, qui est donc présente pour représenter Souffrance et Travail, est en train de monter une association qui s'appelle Redonner du sens au travail, qui est en train de se mettre en place sur Caen, qui va être un lieu où justement il y aura elle qui sera présente, il y aura donc plusieurs interlocuteurs qui seront là justement, ce sera un lieu où quelqu'un qui est confronté au burn-out pourra venir se documenter. Il y aura des permanences juridiques d'avocats, donc il y aura des avocats qui seront là pour donner gratuitement des conseils sur ce qu'il faut faire pour faire des démarches. Et du coup, donc c'est des personnes qui sont, qui sont un diagnostic, c'est ça Voilà, c'est-à-dire que, ou alors ça peut être des gens qui sentent qu'ils sont en burn-out. Parce que c'est vrai que moi, comme je te disais tout à l'heure, rappelle-toi, je disais que je ne me rendais pas compte que je rentrais dans un burn-out. Et à l'époque, le mot burn-out n'existait pas trop, ou c'était les prémices du burn-out. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus avertis sur ce qui se passe et que dès qu'ils commencent à souffrir au travail, pour ne pas tomber dans le burn-out, parce que pour moi, le burn-out, c'est vraiment le fin fond du fond. C'est-à-dire que quand on est en burn-out, c'est que là, on a touché le fond et qu'on est au bout du truc. Eh bien, je pense que maintenant, et je pense que les médecins du travail sont très avertis aussi sur la souffrance des salariés et diagnostiquer un burn-out avant qu'ils soient en burn-out, réellement. D'accord. Donc les alertes, enfin. Voilà. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, donc cette association aura pour but de recevoir des gens qui fassent. Alors peut-être qu'en effet, on aura. Moi, donc, je vais rentrer dans l'association en tant que bénévole. J'ai proposé à l'association de pouvoir animer des conférences. J'ai mis en place un atelier de sensibilisation au mieux-être. Donc, ce sera peut-être quelque chose qui sera proposé aux personnes à des horaires, des jours précis, une fois par mois, peut-être de temps en temps, je ne sais pas. C'est en travaux en ce moment. Enfin, on est en train de travailler dessus. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, le but sera de faire connaître par voie de presse, sans doute, par voie peut-être aussi d'envoyer des informations aux psy sur Caen, en disant, voilà, quand vous avez quelqu'un qui semble être en burn-out professionnel, n'hésitez pas à le diriger vers nous, où on pourra être une mine d'informations pour ces personnes et être un endroit où il pourra venir se documenter. Et donc, il y aura par exemple aussi, on voudrait faire venir des thérapeutes qui viendront présenter ce qu'elles peuvent apporter quand quelqu'un est en souffrance, de pouvoir l'aider tout de suite à pouvoir reprendre le cours de sa vie. C'est-à-dire que, bon, en effet, moi, je vois par exemple, j'ai fait des séances de détachement de traumatisme avec une thérapeute à Ouistreham. Eh bien, pourquoi pas faire venir cette thérapeute, venir expliquer ce qu'elle propose. Et en effet, quelqu'un qui est en souffrance au travail, de pouvoir tout de suite travailler sur cette souffrance et pouvoir l'évacuer pour pouvoir tout de suite repartir. Bon, moi, je fais aussi de la réflexologie panthère avec une dame qui fait de la réflexologie. Eh bien, cette dame, je sais qu'elle est prête à venir aussi, de temps en temps, pourquoi pas, proposer de faire peut-être un quart d'heure de découverte ou faire une petite conférence, une présentation, et puis avec, pourquoi pas, une séance offerte ou une petite réduction pour les gens qui viendraient la voir, et puis qui découvrent que par la réflexologie plantaire, ils peuvent aller mieux aussi. Enfin, voilà. En fait, il y a plein de pistes, en fait. Voilà, il y a plein de pistes. C'est comme quand tu dis dans ton bouquin, tu faisais, il me semble, des cures
Alors, cure thermale, c'était ça, je crois. exactement. Ouais. Alors moi, tous les ans, depuis 2013, je vais en cure thermale à Saujon. Et donc, et d'ailleurs, dans ce livre, c'est le docteur Olivier Dubois, qui est le directeur des thermes de Saujon, qui a écrit la préface du livre. Et il y a Marie Peset, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est la créatrice donc, du réseau Souffrance et Travail, qui m'a aussi écrit la préface, ainsi que le docteur Patrick Légeron, qui est aussi une personne qui, avec son cabinet Stimulus, organise donc des choses auprès des entreprises pour justement informer d'éviter que les gens tombent en burn-out dans les entreprises. Donc voilà, c'est 3 pointures du burn-out qui m'avaient fait une préface à l'époque de mon livre qui était celui-ci, en fait une réédition de celui-ci qui était paru en 2019, Burn-out plus jamais ça. Et donc, et moi j'ai décidé d'en écrire la suite, donc, et avec la reprise de tout ce bouquin-là, et avec donc les 2 procès de 2019 et 2022 et mon parcours de guérison. Donc la réédition qui date du 3 mars 2023 au prix de 5 €. Voilà. C'est parfait. Bon, merci beaucoup Béatrice. Eh ben merci Maximilien de m'avoir reçu et puis voilà, d'avoir un petit peu évoqué mon parcours et puis peut-être qui sera inspirant pour des personnes en se disant voilà qu'on peut s'en sortir parce que moi c'est un petit peu ça le moteur qui m'anime aujourd'hui, c'est que maintenant que je suis à la retraite, eh bien j'ai envie maintenant d'aider les autres et en effet ça va peut-être passer pour les 2-3 prochaines années, eh bien de pouvoir aider les autres à travers des conférences, des ateliers de sensibilisation au mieux-être, des ateliers d'écriture aussi que j'anime. Et puis, Maximilien, nous venons de passer le certificat universitaire. Nous sommes reconnus être des acteurs de la santé, du système de santé, en tout cas sur la Normandie. Et donc, nous avons eu notre diplôme tous les deux suite à une formation qui a duré pendant 6 mois. 6 mois, 2 jours par mois. Et donc, le 12 juin, nous avons été reçus tous les deux. Tu te rappelles de la date? Oui, 12 oui. Je savais que c'était en juin, j'avais plus la date. Écoute, moi je m'en rappelle, c'était 2 jours après les 20 ans de ma fille, donc j'étais pas forcément très claire, mais et l'oral s'est très bien passé, donc c'est donc une formation qui a été absolument formidable, enfin bon, vraiment, moi, qui m'a ouvert des horizons sur le monde de la santé que je ne connaissais pas, et c'est vrai qu'on était un groupe de 12, donc on en faisait partie tous les deux. Et alors, chacune avait un parcours absolument incroyable et ça a été vraiment, enfin pour moi, une découverte de personnes, de parcours, très inspirant. Et moi, voilà, et j'ai hâte de continuer cette aventure pendant quelques temps en proposant justement de pouvoir aider à ma manière avec ce certificat universitaire, de voir comment on va pouvoir... collaborer peut-être ensemble sur peut-être des conférences qu'on pourra faire sur la santé mentale, pourquoi pas, moi ce serait une possibilité tout à fait normale, enfin qui coulerait de source presque, et donc voilà, il y a plein de choses à mettre en place et moi ce sera un plaisir de collaborer avec toi à l'avenir. Avec plaisir, ouais. Voilà. Et je trouve aussi que je pense que tu es d'accord avec moi, mais d'aider les gens, enfin une fois qu'on est passé par ce qui nous a traversé dans la vie, et après on se sent mieux, et après le fait d'aider les gens, en fait ça fait du bien aux gens, mais ça fait du bien aussi à nous, et ça fait du bien, quoi. Ça, on construit toujours quelque moi chose. Je sais que tout ça m'aide à me reconstruire, c'est-à-dire que moi aujourd'hui... C'est quelque chose qui... moi tu vois, ça fait quand même quelques années que je suis rétabli, et je continue en fait d'aider les gens, de faire des vidéos, de passer, etc., de parler de mon expérience, d'aider, voilà. Ça fait toujours du bien en fait, parce que on se sent toujours utile. Voilà, comme tu disais, j'ai l'impression de plus savoir, de plus savoir rien faire en fin de compte, et de publier des livres. Moi comme toi, quand j'ai publié mon premier bouquin, ça m'a fait du bien et ça me prouvait à moi-même que j'étais capable de faire quelque chose. Tu vois, je vais te donner un exemple, Maximilien. Tu vois ce petit livre là. Alors, il faut que je te raconte une dernière anecdote parce qu'elle est absolument incroyable. Je te disais tout à l'heure que j'avais attenté à mes jours le mardi 26 avril 2011 à 9h15 sur mon lieu de travail. Ce livre, il est sorti, comme je te le disais tout à l'heure, le 11 mai 2022 pour l'ouverture du procès. C'était la deadline que je m'étais fixée de la sortie du livre. Je te le donne en 1000. J'ai reçu la livraison de mes 400 exemplaires le mardi 26 avril 2022 à 9h15. Ah ouais. Donc 11 ans après, jour pour jour, heure pour heure,
J'avais enfin la réponse à ma question que je me posais depuis 11 ans, pourquoi la mort n'avait pas voulu de moi. Et là, tout d'un coup, comme un flash, je me suis dit, ben voilà, ta réponse, elle est là. C'est que, tu vois, 11 ans, jour pour jour, heure pour heure, tu as la livraison de tes 400 bouquins. Eh ben, c'est parce qu'aujourd'hui commence ta mission. C'est pour ça que la mort n'a pas voulu de toi, c'est que tu avais une mission à faire. Je suis d'accord. Et que là, voilà. Et là, pour en finir avec ça, cet ouvrage, donc il est sorti, comme je te disais, le 11 mai. Fin de l'été, il était déjà écoulé, j'avais déjà vendu quasiment les 400 exemplaires. Donc j'en ai refait un tirage de 400 exemplaires. Et donc à la date d'aujourd'hui, on va dire que j'en ai écoulé 600. Et bien tu vois, aujourd'hui, Maximilien, j'ai la satisfaction de me dire que j'ai 600 personnes qui ont acheté le bouquin. Et je me dis eh bien, que j'ai pu déjà aider 600 personnes. Voire peut-être plus, puisque je pense que le livre circule dans la famille. Aussi, et si ça se trouve, j'ai peut-être pu aider 1000 personnes à aller mieux à la date d'aujourd'hui. Ben, rien que ça déjà, tu ne peux pas savoir le bien que ça fait au moral de se dire que grâce à ce petit bouquin qui est vendu 5 € en plus, donc c'est quand même pas une fortune, enfin, on peut l'offrir, on peut se faire plaisir. Eh ben, je me dis voilà, si pour moi ça a permis d'aider ces 600 ou 1000 personnes à pouvoir tout de suite aller mieux, je me dis waouh, c'est une fierté pour moi et comme tu dis, ça aide à se reconstruire, ça c'est clair. Hein. Ouais. Et c'est parfait. Je te remercie beaucoup. Merci Béatrice. Maximilien de m'avoir reçu. Et puis toutes les infos sont en description, parce que je vais mettre des petites incrustations d'images. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je sais même plus ce que je dois dire d'habitude. N'hésitez pas à mettre un like pour cette vidéo et à vous abonner aussi, parce que vous êtes beaucoup à regarder cette chaîne, mais à pas être assez suffisamment à vous abonner. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça me fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt! À bientôt! Merci Maximilien. Merci Béa. Merci.